C'est un moment important. Vous allez apprendre à utiliser vos émotions à votre avantage. Vous souvenez-vous, dans l'épisode précédent, je vous affirmais que les émotions pouvaient donner beaucoup plus de potentiel à vos investissements. Or, si automatiser une stratégie peut être à la portée de nombreux développeurs, cliquer sur le bouton stop ou changer des paramètres à la volée est encore plus simple. Pour éviter de nombreux effets indésirables, mettons en action le deuxième grand principe de Mark Douglas, ce très célèbre mentor de traders: appliquer sa stratégie à la lettre. Très facile à dire, mais beaucoup moins à faire. Car il se peut que vous ne sachiez même pas ce qu'est vraiment une stratégie d'investissement ou de trading. Restez avec moi. Voici ce que j'ai appris ces dernières années en fabriquant les machines à cash. Salut, je m'appelle Julie, je suis investisseuse depuis 2021 et développeuse full stack. Je rêve d'un futur où les indépendants, solopreneurs et investisseurs ne se sentiront plus contraints de devenir experts en marketing ou en communication pour se rémunérer autrement. Ma mission est de vous guider dans l'univers de l'automatisation des finances personnelles. Et dans cette série, je vous propose de poser des bases saines. Avez-vous déjà contacté un développeur web en lui disant « Je veux un site », mais vous êtes incapable de lui définir votre cahier des charges? Il va vous bombarder de questions sur votre positionnement, vos produits, lequel a fait la meilleure marge, qui est votre audience, vos stratégies, et vous demander pourquoi vous avez besoin d'un site web. Avec les petites machines à cash, c'est pareil. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre stratégie et son but précisément, vous risquez de ne pas avoir les effets attendus. Évidemment, il n'y a aucun conseil en investissement ici. Je vous raconte juste ce que j'apprends au fur et à mesure de mes recherches. Au départ de mon aventure, je n'avais qu'un seul portefeuille, dans lequel je ne savais même pas ce que je faisais. J'achetais depuis mon application des actifs comme des actions, des ETF ou de la crypto. J'espérais juste que le chiffre soit le plus haut possible et de couleur verte. Comme ça, j'ai déjà vu mon portefeuille atteindre plus 110 et plonger à moins 75%. Pourtant, ça me suffisait pour me dire Ah, j'aime bien placer mon argent ou Youpi, c'est les soldes. Si j'ai de la chance de ne pas ressentir ce malaise face aux chutes, c'est pas pour autant que j'ai rentabilisé mon temps. Ces chiffres ne sont que des profits ou des pertes latentes. J'ai passé beaucoup de temps pour ne rien gagner et ne rien perdre. Je n'ai rien sécurisé. Je me contentais juste de réinvestir au petit bonheur de la chance au gré de mon humeur et des prix bas. Étant incapable de prendre des profits, je me suis demandé quel était mon problème. Pourquoi j'avais l'impression que ce n'était jamais assez? Pourquoi j'étais incapable de sécuriser ou de rémunérer mon temps passé à investir? En fait, je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question. Qu'est-ce que j'espère? Combien je vise? Pourquoi? Pour quand? Et pourquoi faire? Et encore moins, qu'est-ce que je fais si ça marche pas? C'est quoi le plan B? C'est ainsi que je suis restée longtemps au niveau zéro de la stratégie d'investissement. Avez-vous déjà contacté un développeur fintech en lui disant « Ah, je veux une machine à cash ». C'est en réalisant l'ironie de la situation que j'ai vraiment commencé mon aventure du trading et de l'investissement. Je me suis pas mal documentée, lu des livres, fait des expériences, payé et appliqué des formations, écouté les meilleurs dans leurs podcasts. C'est comme ça que j'ai remarqué qu'il existe 4 niveaux de mise en œuvre d'une stratégie avant de passer à l'automatisation. Le jeu aujourd'hui sera de vous situer sur cette échelle et de venir nous dire en commentaire où vous en êtes. Et mettez des petits pouces bleus et des étoiles si vous m'écoutez en podcast. Au niveau 1, ma première erreur a été de mélanger mes stratégies dans le même espace. J'avais décidé de plusieurs façons d'investir, en fonction des actifs. Visuellement, tout se mélangeait. Je piquais dans une partie pour injecter dans l'autre. Une répartition doigt mouillé pour décider du capital à allouer à mes investissements avec mon argent de poche. Mais ça, c'est pas le pire. Le plus grave, c'est que tout se mélange, que je ne sais pas quelle opération a le mieux performé. Je ne sais pas si ce que j'ai fait était profitable. Je ne mesurais rien. Comme si mon portefeuille était une tirelire avec laquelle je faisais de la monnaie. Vous êtes à l'étape 1 si vous avez un portefeuille par stratégie pour la clarté d'esprit. C'est bête, mais dans mon cas, avoir des espaces dédiés par stratégie, ça m'a aidé à être disciplinée et à ne plus tout mélanger.
Ainsi, ça a été plus facile d'appliquer ma stratégie d'entrée. Pour appliquer ça, vous pouvez avoir des sous sur votre exchange ou des portefeuilles crypto par stratégie ou bien avoir un courtier par stratégie. Au niveau 2, mon deuxième problème est vite arrivé. Je ne revendais jamais. Je ne trouvais pas la réponse à quand vendre. Et c'est normal. En fait, je ne l'avais jamais décidé. Forcément, c'est beaucoup plus difficile de prendre des profits à 50% si on espère secrètement le million miraculeux qui tombera comme au loto. Et c'est là que se situe, je pense, la subtilité entre l'investissement et le casino. Au casino, on sait avec combien on rentre, mais pas avec combien on sort. Dans l'investissement, il faut un objectif de sortie chirurgicale. Prenons 3 exemples pour décider de quand sortir. Admettons, vous êtes en société, vous avez un excédent de trésorerie, avec un peu de cash dans la boîte dont vous n'aurez pas besoin avant 6 mois. Vous voulez un 13e mois. Objectif d'entrée, 10 000 € d'excédent de trésorerie. Objectif temporel, vous ressortez de la position dans 6 mois. Objectif de liquidité, vous devez pouvoir ressortir l'intégralité des fonds dans les 6 mois. Objectif de rentabilité, faire vraiment travailler ce capital avec du prêt à 10% d'intérêt. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais ce sont des deals que je reçois assez régulièrement. Dans le deuxième cas, ça va être dans un contexte d'apprentissage. Vous avez un peu d'argent de poche et vous voulez l'utiliser pour vous améliorer, quitte à tout perdre et apprendre de vos erreurs. Vous allez prendre un objectif d'entrée, 5% de votre restant à la fin du mois. Un objectif temporel dans 2 semaines. Un objectif de compétence, apprendre à manipuler des fonds crypto entre vos portefeuilles. Et franchement, des fois, c'est pas rigolo. Objectif de sortie, repasser en stablecoin USDC pour le prochain tuto. On peut avoir aussi le cas de faire un voyage avec ses plus-values. Vous êtes persuadé que l'Ether va atteindre 4 000 €. Vous visez 1 000 € de plus-value nette. Ceci est un scénario qui s'est déjà réalisé 3 fois. Donc, un objectif d'entrée, 2 000 € pour un Ether. Un objectif temporel, 2 ans. L'objectif final, sécuriser le capital, retirer le capital initial à la moitié de l'objectif. Objectif de sortie, à 4 000 € l'Ether. Par exemple, tu as acheté un Ether à 2 000 €. Il monte à 3 000. Donc, si tu récupères tes 2 000 €, il en reste 1 000 qui poursuit ton courtier. Si tu laisses le temps faire, que ça monte ou que ça baisse, tu ne peux que perdre ton voyage et pas ton capital. Admettons, ça se passe bien. Tu retires tes fonds et tu te manges une flat tax à 30%. Mais tu te paies un joli voyage à 1 000 €. Quand vous êtes au niveau 2, vous savez quand sortir, avec un objectif temporel et qualitatif. Voici le niveau 3, gérer le drawdown. Jusqu'ici, nous avons vécu une idylle. Nos stratégies sont écrites, séparées du reste, et nous savons quand rentrer et quand sortir quand tout va pour le mieux. Et si ce n'était plus le cas, si tout d'un coup, les marchés se retournent, les médias sont en mode fin du monde, le Bitcoin est encore mort, et OpenAI est supplanté par DeepSeek. Et Trump a encore fait un esclandre. Le monde tel que nous le connaissions a encore gravement changé. Je vous ai parlé de la chance que j'ai, que ça ne me fasse ni chaud ni froid, et que ces situations me font plutôt rire. Et je vais vous dire pourquoi. Car je suis très à l'aise avec ce que je risque. J'ai un matelas de sécurité, mes investissements sont diversifiés et assez liquides. Il faudrait une situation vraiment grave pour que je sois en danger financièrement parlant. En fait, je n'investis que ce que je suis prête à perdre. Si ça disparaît, évidemment que ça me fait chier, mais j'en ai pas besoin pour vivre dans l'immédiat. Revenons sur nos stratégies. Le budget apprentissage, s'il disparaît et que ça représente vos cafés du mois, que ce soit du café filtre ou du Starbucks, normalement, vous devriez bien gérer un moins 70%. En revanche, s'il s'agit de la trésorerie de votre boîte, à quel point êtes-vous prêt à risquer de ne pas vous payer ou faire défaut au sacro-saint URSSAF? Tiens, d'ailleurs, ils m'ont remboursé ce mois-ci, c'était trop bien. Du coup, si votre capital est bloqué pour 6 mois, avec une possibilité que vous ne soyez pas remboursé, on parle de 10 000 € de chiffre d'affaires gagné à la sueur de votre front.
prendriez-vous ce risque? Si ce n'est pas le cas, ce n'est certainement pas la bonne stratégie pour votre boîte. Et dans la stratégie vacances, si l'Ether, au lieu de monter à 3000 pour récupérer votre mise, était tombé à 1005, que feriez-vous? Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes paralysé de voir le cours encore descendre. Il va jusqu'à 1000 euros. Vendre n'importe comment ou ne pas vendre, telle est la question. À quel point êtes-vous prêt à risquer un bon mois de salaire pour des vacances? Pour répondre au problème de la panique ou de l'inaction, la solution est de savoir à l'avance quelle perte on accepte et de s'y tenir. L'important, c'est de fixer ses règles avant d'investir pour ne pas être influencé par les émotions. Vous êtes au niveau 3 si vous savez quand sortir en période de perte et pour combien. Il existe d'autres façons d'aborder les pertes successives et comment on peut s'en servir pour durer plus longtemps en trading. Nous parlerons ça dans une autre série. Alors abonnez-vous pour ne pas rater l'explication et l'automatisation de cette méthode. Nous voici enfin au 4e et dernier niveau d'une stratégie à l'automatisation. Accrochez-vous. Concrètement, c'est le facteur caché qui peut tout détruire vraiment. Récemment, j'ai découvert que nous vivions dans un rackettage à l'échelle institutionnelle. À chaque fois que nous réalisons une transaction, nous sommes taxés plusieurs fois dessus à différents niveaux. Je vous refais pas le sketch de la fiche de paie, des impôts, de la TVA, des frais bancaires, et il en existe encore beaucoup d'autres frais quand on investit. Et c'est tellement établi que plus personne ne s'étonne de trouver ça normal. Or, ce sont des montants qui ont des effets cumulés gigantesques. Les sociétés de courtage, les plateformes de trading crypto, les fonds d'investissement, les protocoles, ils se rémunèrent tous en frais et sont loin d'être pauvres. Et il y a un adage que j'aime beaucoup. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Pendant des mois, j'ai tradé une stratégie gagnante sur le papier. Mais tous les frais déduits, j'étais concrètement en négatif. Je vous présente le premier lauréat, les frais de courtage. C'est sur Forex que ça me rend folle. Ils prennent des frais à l'ouverture de la position en déplaçant mon entrée réelle. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris à 1, ils entrent à 1,2. OK. Puis, à la clôture, en déplaçant ma clôture réelle. Genre, j'étais à 2, finalement, ils vont rogner un petit peu, ils vont me sortir à 1,9. OK. Puis après, ils ajoutent des frais de clôture. Donc, en plus, ça suffisait pas. Allez, pan, ça me fait 7 euros en moyenne. Mon 13e mois s'est envolé. Je viens de l'offrir à mon courtier. Il existe aussi des frais pour tenir les positions la nuit, des frais pour vous prêter de l'argent sur plusieurs jours, des frais supplémentaires en week-end quand vous faites des trades à la vente, des frais si vous n'utilisez pas votre compte, on peut même vous radier. Il y a toute une panoplie d'excuses pour vous extorquer de l'argent. Dans un futur proche, j'adorerais monter ma propre plateforme de trading juste pour recevoir des frais par milliers. Donc, choisir son courtier en fonction de ses tarifs sur les actions que vous allez faire est une étape à faire dès que vous connaissez votre rythme d'investissement. Ça servira à rien de demander quel est le meilleur courtier sur YouTube. Faites plutôt des comparatifs par stratégie, quitte à faire bosser l'intelligence artificielle avec des recherches poussées sur vos critères et vous faire ressortir un florilège des moins pires. Respectez-vous vraiment votre stratégie? Comme je vais attendre un petit peu et vérifier que le prix va bien dans ma direction. Je vais sortir un peu plus tard que prévu dans la descente car vous espérez secrètement que le prix remonte. Et tous ces moments de doute et de cupidité rognent les gains. Un petit peu par un petit peu, sur des centaines d'opérations, ça fait une grosse différence. Avez-vous backtesté la stratégie? Le backtest, c'est prendre l'historique des actifs de la stratégie et de l'appliquer comme ça devrait être en feignant de ne pas connaître l'avenir. Si le résultat est négatif, ne crois pas que tu vas être meilleur en réel avec une stratégie qui ne fonctionne pas de base. Ensuite, il y a l'impact fiscal. J'en ai déjà parlé, le fisc va venir chercher son dû. Pour éviter de tomber sur la casquette de communauté, est-ce que la stratégie est dans le bon support? Ça s'appelle une enveloppe. Est-ce que la personne ou l'entreprise qui possède cette enveloppe va être taxée par sa simple existence ou est-ce qu'il y a des événements qui vont activer son fonctionnement avec ses propres règles? Très clairement, une fois que l'on a des machines à cash qui montrent des résultats significatifs, il faut absolument se pencher sur cette question.
Et ce n'est pas parce que les Dubaï preneurs n'ont pas de flat tax que tu dois déménager. Des tas de gens deviennent malheureux en s'expatriant pour s'optimiser fiscalement. C'est facile d'ouvrir un PEA, mais le fisc dans 30 ans, lui, il t'aura pas oublié, hein. Choisis bien tes supports et tes statuts en fonction de ta stratégie. Entoure-toi d'experts sur le sujet. Utilise des outils pour suivre si besoin. Soyez intelligent. Est-ce que ça vaut le coup de monter une holding pour tous les frais annuels que ça génère pour 10 000 balles de capital? Récapitulons. Tous ces coûts peuvent ruiner ta stratégie, même si elle est rentable sur papier. Donc la solution, c'est d'intégrer les frais, l'exécution réelle et la fiscalité dans le plan. Tous ces coûts peuvent ruiner ta stratégie, même si elle est rentable sur le papier. Vous êtes au niveau 4 si vous savez combien vous coûte votre stratégie. Vous avez vu les 4 niveaux qui vous permettent d'utiliser vos émotions à votre avantage plutôt que de les subir. Maintenant, vous êtes armé pour structurer votre portefeuille. Abonnez-vous car dans le prochain épisode, je vous montre comment automatiser votre stratégie pour ne plus avoir à tout gérer manuellement. N'oubliez pas l'exercice du jour, postez en commentaire à quel niveau vous vous situez. À très vite dans le prochain épisode, mes petites machines à cash, automatisez vos stratégies d'investissement.